d'abord, nous allons commencer avec la scène fédérale. Cette semaine, on a beaucoup parlé de cette nouvelle loi, parce qu'il fallait un peu discuter aussi, de ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Déjà, au niveau de la terminologie, il existe déjà une forme, je dirais, de manipulation, d'instrumentalisation et de détournement d'opinion carrément. Ce qu'on appelait jadis euthanasie a été progressivement appelé aide médicale, donc pratiquement le suicide assisté, et après on a délaissé carrément le mot suicide assisté, et ça devient aide médicale à mourir. Un humoriste, il pourrait faire un très excellent numéro là-dessus. Vous voulez mourir, nous sommes là pour vous aider. Nous allons vous permettre de mourir de manière agréable, de manière un peu calme, etc. Donc, comme vous savez, le débat a été vidé dès le départ parce qu'on a placé des mots qui changent carrément le sens de l'acte extrêmement grave qu'on s'apprête à faire. Lorsque la loi a été votée ici au Québec, certains médecins avaient soulevé, avec raison d'ailleurs, le fait que, oui, c'est permis peut-être au Québec, mais au niveau fédéral, un bon avocat, un avocat habile, pourrait en cours faire condamner un médecin et considérer ça comme un acte criminel. Donc il fallait adapter également je dirais, le dispositif juridique fédéral pour que cet acte médical-là, comme on l'appelle aujourd'hui, ne devienne plus un acte où ne susciterait pas, ou ne provoquerait pas une poursuite au criminel, une poursuite bien sûr en justice. Ce qui a changé, c'est que justement le débat, on l'a fait seulement entre experts, c'est-à-dire ce sont des médecins qui sont venus nous expliquer voilà comment nous allons procéder. Donc on nous explique que ça va être fait par carrément 3 injections. Première injection, elle va un peu comme relaxer le patient. La deuxième, c'est exactement l'injection comme on le fait dans le cas d'une anesthésie générale. Et bien sûr, la troisième, elle viendrait, donc la troisième injection, elle viendrait pour bloquer le fonctionnement des muscles, y compris le cœur. Et à ce moment-là, c'est la mort certaine. On nous dit bien évidemment que dans plusieurs cas, la deuxième injection est déjà suffisante pour donc déclarer une personne cliniquement morte, parce que, surtout avec l'âge, etc., etc. Donc c'est devenu un débat pratiquement d'experts, on parle seulement de technicalité, etc. Le débat social est le mot qui fait peur aux gens de nos jours, qui n'est même pas utilisé. Le débat moral a-t-on le droit réellement de décider est-ce qu'on a ce pouvoir d'enlever ou de donner la vie à quelqu'un? On nous dit, oui, bien évidemment, c'est la personne elle-même qui va choisir. Or, ce que nous savons, une personne qui est complètement malade, elle est dépressive, elle est une personne qui souffre, elle voit donc la vie d'un œil beaucoup moins intéressé qu'une personne bien portante qui jouit donc de sa santé et qui jouit des joies de la vie. L'autre personne, du moment qu'elle est malade, elle ne va broyer que du noir, et dans certains cas, on l'a vu, beaucoup de gens se sont suicidés comme ça. Ce qui était considéré comme regrettable à une certaine époque, il va devenir carrément un droit qui est garanti par les lois, et l'État lui-même va donner ce service, c'est-à-dire permettre aux gens de décider du moment où ils vont mettre fin à leur vie pour des raisons médicales. Les églises, les mosquées, les synagogues, bien évidemment, sont contre ce genre de loi, parce que ce genre de loi, on va le dire, il fait partie d'une évolution qu'a connue notre société, et les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont des sociétés qui tendent à effacer toute forme de douleur. La douleur n'est plus acceptée dans notre société. D'ailleurs, la mort du grand chanteur Prince, elle fait un peu partie de cela. On ne supporte plus la douleur, on est tout le temps
en train de prendre un médicament ou un comprimé pour se débarrasser d'une douleur, alors que toute l'humanité a progressé, a avancé depuis des millénaires en incorporant la notion même de douleur dans la vie. Ça fait partie de la vie, comme fait partie la soif, la faim, la fatigue, etc. La douleur, elle fait partie de la vie. Mais nous vivons dans des sociétés qui sont tellement sophistiquées, qui sont tellement raffinées, qui ont atteint des niveaux de progrès extraordinaires, où cette notion de douleur est devenue pratiquement inacceptable, inadmissible. Elle est devenue même une forme qui touche, qui altère la dignité humaine et la qualité de la vie, bien évidemment. Donc, on a évacué ce débat. On ne parle plus du côté moral de la chose, on ne parle plus de cette manie à vouloir tout contrôler, on ne parle que des aspects techniques. On fait bien évidemment très attention à choisir des mots, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de l'euthanasie, ce n'est pas du suicide assisté, c'est de l'aide médicale à mourir. Et souligner ici l'aide médicale, parce que c'est là où je vous dis que les choses sont en train de se transformer. Si jusqu'à présent, tout ce qui est médical avait comme pour objectif principal justement la sauvegarde et la protection de la vie, aujourd'hui, l'aide médicale, elle va arriver à un autre stade et elle va s'occuper justement de mettre fin à la vie de manière, comme on le dit, à préserver la dignité humaine. La dignité humaine, c'est là où beaucoup de gens ne s'entendent pas. La dignité humaine, par exemple les niveaux de pauvreté que nous remarquons ici au Québec et au Canada, ça fait partie de la dignité humaine. Vous n'avez qu'à relire et lire tout ce qui se dit sur les communautés autochtones qui vivent dans des pauvretés, dans des conditions inhumaines. Bien évidemment, c'est un sujet qui n'est pas très sexy, donc les médias n'en parlent pas beaucoup, les débats sociaux ne portent pas vraiment sur ça. Mais par contre, quand on parle de l'aide médicale à mourir, ça devient un peu justement le débat de ceux qui veulent contrôler tout dans leur vie, de la naissance jusqu'à justement la mort. Et en parlant de contrôler la naissance, dans certaines communautés qui vivent ici au Canada, ils ont vu que justement à cause des avortements qu'il y a, dans ces communautés-là, il y a une progression exponentielle des naissances de bébés garçons seulement. Parce que justement, on donne la possibilité à des gens de procéder à des manipulations. Donc dès le moment où on voit que c'est un bébé fille, tout de suite, c'est un avortement, parce que dans telle ou telle communauté, et là, Dieu merci, ce n'est pas la communauté musulmane, il ne manquerait plus que ça, parce qu'à ce moment-là, ça serait le sommet du machisme. Il y a certaines communautés, pas la peine de les citer, où justement on s'attaque à ce genre, on tue la vie à l'intérieur même donc, de l'utérus de la maman, où l'enfant, s'il n'est pas garçon, on s'en débarrasse tout de suite, parce que tout le monde voudrait un garçon. Donc, comme vous voyez, c'est devenu un peu, tout est fait à la carte. Je veux un garçon, bientôt on choisira même la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le poids, etc. Et on est en train de rentrer dans des considérations où la vie devient un peu comme le tout inclus, comme quand on part en vacances dans un endroit où tout est inclus, le billet d'avion, les nuitées dans l'hôtel, le manger, etc. Et ça devient une vie tellement contrôlée, tellement plate, que peut-être nous allons assister au retour du balancier, parce que comme vous le savez, ça relève carrément de la physique. Quand on pousse le balancier très loin de ce côté-là, il va finir par aller très loin de l'autre côté. Donc voilà, je voulais apporter ces éléments de réflexion, parce que je ne prétends pas avoir des réponses ni une vision globale sur la chose. Ce ne sont que des éléments de réflexion
sur cette question-là. Deuxième sujet sur lequel je voulais vous parler, l'affaire Mike Duffy. Vous vous souvenez, quand les conservateurs, et surtout l'ancien Premier ministre Stephen Harper était au pouvoir, il nous disait que son gouvernement était marqué, surtout ce qui les définissait, c'était l'honnêteté envers et le respect des lois. Et surtout le respect des contribuables et de ne pas mentir aux gens parce que c'était des gens qui avaient des valeurs. L'affaire Mike Duffy démontre de manière claire que le bureau de l'ex-premier ministre était directement impliqué dans le mensonge, dans la fabrication de mensonges et dans la fabrication même de documents pour incriminer une personne, la sacrifier. Vous allez me dire, ça là, ce sont des politiciens qui font de la politique, donc c'est un peu Machiavel, c'est tout à fait normal. Mais l'affaire Mike Duffy a démontré que ce que prétendaient les conservateurs quand ils étaient au pouvoir, eux aussi, ils faisaient dans le mensonge, de la manipulation, de la fabrication de preuves, et ils faisaient tout, justement, pour sauvegarder un peu la réputation du Premier ministre. Et voici un juge, et je vous rappelle qu'aucun Premier ministre n'avait autant de dédain et autant de dérespect, si vous voulez, pour la justice, que comme on l'a vu avec Stephen Harper, quand il s'agissait de nommer un juge, etc. Et voilà qu'un juge lui retourne un peu la balle, et on voit combien cette affaire a éclaboussé de manière, je dirais, définitive, le peu de crédibilité qui est resté à ce parti conservateur, qui, heureusement, faut-il le souligner, n'est plus aujourd'hui au pouvoir, et j'espère qu'ils vont, eux aussi, faire leur traversée du désert pour apprendre de leur erreur et pour, justement, nous montrer patte blanche la prochaine fois, donc aux élections prochaines. Voilà, ce soir, ce sont les deux éléments de réflexion sur lesquels je voulais vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité ici à l'émission L'Index sur Radio Québec Plus. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez le sourire.